Maman dit, mais tu m'as même pas dit bonjour. Et à partir de là, dans cette période d'Oedipe, n'est-ce pas? Alors je fais à la ringarde, hein, papa, maman, mais ça peut être le grand frère, ça peut être le mari de l'assistante maternelle. Bon, pardon. Y compris enfin, un petit garçon par rapport à la mère. Pour le petit garçon, maman est top modèle. Pour la petite fille, papa est Superman. Mais il se passe quelque chose de bizarre dans leur tête. Ça serait quand même bien si le parent de même sexe mourait un peu. Vous voyez, cette petite fille se dit, bon, maman, elle est pas mal, mais papa, il est génial. Si elle pouvait mourir, je resterais seule avec. Alors il ne faut pas qu'elle meure complètement, vous voyez, on nous l'écrabouille un peu, on s'essuie les pieds dessus, le cœur bat encore, mais à partir de cette période, alors, tout ce que je vous dis là est variable dans l'âge et dans l'intensité, mais beaucoup d'enfants vivent très intensément dans cette période d'Oedipe la culpabilité de souhaiter la mort du parent de même sexe. C'est une période où on va voir d'ailleurs souvent des réveils nocturnes, des peurs de dormir seul dans sa chambre. Peur nocturne. Jusque-là, il n'y a pas peur dans sa chambre, maintenant il fait être un cauchemar, etc. C'est à côté de la notion d'Oedipe, il y a l'idée de mort. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans cette période, le langage ayant bien évolué, que naît la période des pourquoi. Et les pourquoi les plus casse-pieds au moment où on n'a pas le temps. Beaucoup de questions sur la mort. Je vous dis cela parce que là, je vous parle du développement normal d'un enfant normal, de tout enfant. Mais je rencontre régulièrement des parents qui, ayant des gamins dans ce stade, me disent, mais il doit avoir un problème, une angoisse, etc. Non, c'est une question importante. Et c'est pourquoi, je vous disais, beaucoup de livres maintenant, faits pour des tout-petits, existent sur la mort. Il y a une vingtaine d'années, il n'y en avait qu'un qui existait, écrit par Philippe Dumas, Parler de la mort, un gars très sympathique, mais catholique, très pratiquant. C'est son affaire, moyennant quoi il parlait de la mort en tant que catholique très pratiquant. Ce qui était un peu dérangeant pour ceux qui n'étaient pas. Or, actuellement, si vous regardez chez un libraire, vous verrez plein de bouquins qui permettent, quelles que soient nos croyances, nos positions, de parler de la mort avec un enfant. N'est-ce pas? C'est quelque chose, c'est important de banaliser. Idem dans cette notion, ça serait une erreur de penser préserver un enfant en le faisant échapper à un deuil. S'il y a un deuil dans la famille, il est important de demander à l'enfant s'il veut venir à l'enterrement, et s'il le souhaite, c'est pas le protéger que de l'en priver. C'est une nouveauté, ça, parce que de tout temps, en France, on mourait très peu dans des milieux hospitaliers, mais beaucoup dans un cadre familial, et les enfants participaient à leur manière à des situations de deuil. Je parlais d'Hélène Romano tout à l'heure, elle a pendant longtemps été psychologue pour le SAMU. Elle nous racontait récemment un truc qui lui est arrivé extraordinaire, si je puis dire. Un homme, jeune papa, se suicide. Il est chez lui, elle va à SAMU, le père est décédé, et il y a deux gamins, deux fils, qui ont 4-5 ans. Il est dans sa chambre, il a pris les médicaments, et la famille refuse que les enfants entrent dans la chambre voir le père. Intuitivement, Hélène sent que c'est une catastrophe de les en priver. Ils en ont vraiment envie. Alors on ouvre la porte. Ils entrent et ils regardent le père. Et ils ressortent en disant « Super, c'est pas un squelette. » D'accord? Si ils avaient été privés de ça, ils étaient complètement plombés par cette histoire. Alors vous allez me dire, donc, il faut tout dire pour que l'enfant puisse arriver à se séparer. Eh bien non. Il faut lui faire confiance, mais il ne faut pas tout dire. Faire confiance. Premier exemple, voir à quel point bébé est une personne, à quel point bébé va comprendre. Et je dis bébé, je vais vous parler immédiatement d'un petit garçon de 3 mois. Un pédiatre assez connu me racontait
que quand il était jeune pédiatre, il a été, tout jeune pédiatre, appelé dans une famille pour voir un petit garçon qui avait une diarrhée, un petit garçon de 3 mois qui avait une diarrhée. On dira le lundi, il donne un traitement, il ne doit pas revoir ce petit garçon. Le mardi, il est rappelé dans la famille, la diarrhée persiste. Il donne un traitement plus sévère, la diarrhée doit arrêter. Risque de déshydratation, toxicose. Le mercredi, il est rappelé, ce petit garçon de 3 mois continue à avoir une diarrhée. Il ne sait pas quoi faire, il y retourne, et là, il décide de faire hospitaliser l'enfant. Le gamin rentre à l'hôpital. Le vendredi, il a un coup de fil d'engueulade du patron du service de pédiatrie qui lui dit « Ce petit garçon n'a pas de diarrhée, c'est inadmissible, vous avez fait hospitaliser un enfant pour rien. » S'excuse, jeune pédiatre, pas très expérimenté. Le gamin rentre chez lui le samedi. Le pédiatre en question est rappelé le lundi dans la famille. La diarrhée a repris au moment où il est revenu à la famille. Il y retourne, mais en étant désarmé sur le plan médical. Là, il se retrouve dans la maison où le père et la mère ont l'air inquiets, à juste raison. Et la grand-mère n'a pas l'air outre mesure inquiète. Il se dit qu'elle doit savoir quelque chose. Il emmène la grand-mère dans la pièce à côté et lui demande ce qu'elle en pense. Elle lui dit la phrase suivante. « Docteur, c'est un garçon, il a 3 mois, il a une diarrhée et il va mourir. » Et, alors, je ne vous parle surtout pas de la mort subite inexpliquée du nourrisson, j'insiste dessus, qui aujourd'hui reste plus que jamais inexpliquée. Ce qu'on peut dire, c'est que personne ou presque n'y peut quelque chose, même en étant à côté de l'enfant. Je vous parle de quelque chose qui s'appelle, c'est traduit de l'américain, fidélité invisible, fatalité familiale. La grand-mère dit, mon premier a été un garçon, à 3 mois il a eu une diarrhée, il est mort. Ma mère avait eu un garçon, à 3 mois il a eu une diarrhée, il est mort, et elle c'est ma fille, il a 3 mois, il a une diarrhée. Le pédiatre, j'allais dire son nom, je ne le dis pas parce que c'est enregistré, c'est un pédiatre avec qui on s'engueule tout le temps dans les colloques. Sauf à table, on mange bien ensemble, mais dans les colloques, j'appelle le père Fouettard, certains d'entre vous, peut-être qui sait. Eh bien, il a fait une ordonnance très inhabituelle. Il a écrit sur l'ordonnance interdiction formelle de laisser entrer la grand-mère dans la chambre. Il a cloué ça sur la porte de la chambre. Il a dit, je viendrai vérifier. En l'espace de 48 heures, la diarrhée a cédé. Il venait de casser ce qu'on appelle fidélité invisible, fatalité familiale, loyauté familiale, secret de famille, etc. N'empêche que, rendez-vous compte, ce petit garçon de 3 mois savait qu'il devait avoir une diarrhée. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous engage à lire un livre formidable, écrit par un copain, Serge Tisseron, qui est psychiatre, psychanalyste, qui lui travaille actuellement beaucoup sur tout ce qui est écran, mais qui a consacré 10 ans de sa carrière à travailler sur les secrets de famille. C'est lui d'ailleurs qui a inventé le nom secret de famille. Il avait écrit un bouquin il y a une vingtaine d'années qui s'appelait Secret de famille, mode d'emploi. C'était une époque où on taisait tout aux enfants. On ne leur disait rien sur leur histoire. Quelqu'un était mort et puis on disait il est au ciel. Bon, c'était pas. Et donc, Tisseron a cru bon, il faut voir les choses dans leur jus, de dire qu'il fallait tout dire. Et puis après, ben, il a évolué, puis pas mal de gens l'ont critiqué là-dessus, et à juste raison. Il a ressorti il y a 4 ans un bouquin, c'est en 2012 je crois, un bouquin, un petit que sais-je, 6,80 €, qui s'appelle Les secrets de famille. Les secrets de famille. Lisez ce petit que sais-je, il est extraordinaire. Il n'a que 2 chapitres. Un premier chapitre qui s'appelle Les bons secrets, un deuxième chapitre qui s'appelle Les mauvais secrets. C'est-à-dire, il y a des choses à dire, il y a des choses à pas dire. N'oublions pas qu'un enfant, pendant pas mal d'années, est, entre autres, 3 boules constituées de 3 boules. Une boule d'amour, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que je suis aimé tel que je suis? C'est pas toujours simple, ça ne correspond pas à ce que les parents attendent. Une boule de peur, mais aussi, et surtout, une boule de culpabilité. Est-ce que ça ne serait pas à cause de moi que tout arrive? Je vais illustrer, en parlant de la mort, cela.
je pense à Enzo. Enzo est un petit garçon que j'ai eu l'occasion de connaître. Il avait 5 ans. Là encore, son papa s'était suicidé. La maman d'Enzo avait cru bon, à juste raison, de lui parler du décès du papa, plutôt que de dire qu'il était parti, bon, oui. Mais elle avait cru bon de lui parler des conditions du décès. Boule de culpabilité. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, si on entend parler d'un de nos proches qui a tenté de se suicider ou qui s'est suicidé, on est obligé de surpasser le film de la dernière fois où on l'a vu, en se demandant ce qu'on aurait peut-être pu faire ou dû faire pour éviter cela. Enzo était une boule de culpabilité. Bien évidemment, la veille de son décès, le papa était à fleur de peau, et Enzo avait fait quelques bêtises, et il s'était fait engueuler par le père. Il a mis des années à sortir la tête de l'eau, le môme, parce qu'il était persuadé que c'était à cause de lui que le père était mort. Séparation, n'est-ce pas? Pour permettre cette séparation, il fallait qu'il sache qu'il n'y était pour rien. Il y a eu un énorme travail fait autour de cela. Qu'aurait dû faire la maman? Parler du décès, mais laisser planer un flou autour pour parler des conditions du décès. À quel moment l'enfant aurait posé des questions au moment où il serait senti capable d'entendre des réponses? Plus tard, n'est-ce pas? La séparation ne peut pas se faire rapidement comme ça, et sinon, précisément, on est dans... Enfin, la disparition ne peut pas se faire comme ça, et on est dans quelque chose où l'enfant est emprisonné. Point différent, 2 petits points seulement. Vous avez le temps, là, vous avez 5 minutes? Parce que certains escarfessiers peuvent se former en mais on va juste donner 2 petits éclairages. 3 pour le même prix, et après on va en débattre. Le point 4, c'était les souvenirs. Les souvenirs. Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure qu'on va faire passer à côté de cette notion des 3 cerveaux. Comment se forment les souvenirs? Pendant longtemps, on pensait qu'on avait un cerveau. Alors, les chercheurs, jusqu'à il y a une 30aine d'années, ils ouvraient des crânes avec volupté, et puis ils regardaient comment étaient foutus les trucs là-haut. Alors, vous aviez l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, et puis une petite zone au milieu, un peu comme les petites peaux au milieu des doigts, là. Très, très bonne à manger, hein, ça cuit pas tellement, c'est un peu ferme. Et c'est assez copieux, si on sait bien, c'est comme le couteau et le poulet un peu, mais il faut bien tirer. Il y avait ces 3 zones. Mais à l'époque, on n'avait pas de matériel pour enregistrer le cerveau. On avait l'électroencéphalographie. Ça enregistrait des grosses ondes. Alors on faisait faire des tests à des enfants. On leur donnait un dessin avec un modèle, ils reproduisaient le modèle, ça titillait sur la zone gauche. On leur disait 2 et 2, 4, ça titillait à gauche. On leur donnait une feuille blanche, ils faisaient un dessin, ça titillait pas. Eh bien, très vite, on a dit, le cerveau noble, c'est le gauche. Parce que ça ne titillait que là-dessus. Et comme sur les coupes, il était gris, on a appelé ça la matière grise. Vous vous rappelez, hein? Donc, vous avez des enfants intelligents qui ont une grosse matière grise. Les enfants pas très intelligents, il y avait une petite matière grise. Mais il y avait à droite. Alors, le droit, il était blanc. Mais il émettait que dalle. Il n'émettait pas que dalle. Mais on n'avait pas de moyen d'enregistrer. C'était pas assez fin, notre matériel. Donc on a dit, ça c'est le flotteur. C'est le truc qu'on a mis pour pas que ça comme trop le bon cerveau. Vous voyez? Alors vous avez ce qu'on appelle le néocortex, cortex moderne. Vous avez le protocortex, c'est le flotteur, matière blanche. Puis vous avez le petit truc au milieu. Alors lui, il n'émettait rien du tout. Hein. Alors on a appelé ça le paléocortex, paléolithique, Jurassic Park. C'est un vieux cerveau dinosaure, une vieille séquelle, comme on en a plein dans le corps. Hein, des rotules, la plainte du satan, machin, trucs qui servent à que dalle. Et puis en 1974, aux États-Unis, dans le Maryland, il y a un bonhomme, Paul MacLean, qui a inventé le scanner, qui 2 ans après, en 1976, a inventé l'IRM. Ça avait du temps à venir en France. Hein. Et à partir de là, il a pu enregistrer les 3 cerveaux. Et il a donné naissance, comme je vous le disais tout à l'heure, à la notion de cerveau tri-unique. En montrant qu'on avait 3 cerveaux,
qu'ils fonctionnaient ensemble, que ensemble, mais que les trois avaient une spécificité et que dans tous les apprentissages, les trois jouaient. Le cerveau gauche, on va faire très vite, c'est le cerveau de la logique. Si je vous dis 2 et 2, le chiffre 4 se forme dans le cerveau gauche. C'est le cerveau du quotient intellectuel, QI. Ce n'est pas les prix Nobel qui ont le plus grand QI dans le monde actuellement. Hein. Le plus grand QI relevé dans le monde actuellement, c'est Sharon Stone. C'est les acteurs américains qui savent bien faire marcher un système. N'est-ce pas? C'est scandaleux de voir qu'on puisse orienter encore aujourd'hui, c'est le Moyen-Âge, des enfants au niveau scolaire en fonction uniquement de leur QI. Petite parenthèse, ce qui a été montré par Paul MacLean tout au début, il a fait le premier laboratoire de neurophysiologie au monde. C'est qu'on a le même nombre de neurones tous, mais qui ne sont pas répartis pareil. Le cerveau gauche, c'est la logique, QI. Le cerveau droit, c'est le cerveau créatif, c'est la compréhension. Je vais vous prendre et le troisième cerveau, ça c'est le quotient créatif, QC. Et vous avez le troisième cerveau au milieu, que j'adore, système limbique, voie gamma, zone réticulée, qui s'appelle, c'est le quotient émotionnel. QE. Pas tous les apprentissages que fait un enfant passent par le prisme de ces trois cerveaux. La lecture, je sais déchiffrer, on me dessine un signe, je dis le son, facile. Hein, je me fais un chapeau pointu avec une barre au milieu, le son c'est A. À 3 ans, 3 ans et demi, je vais dire A. Si je dis O, je prends une baffe. Si je dis A, j'ai un bonbon. Quand je préfère les bonbons, je dis A. On va me faire un C devant et un H, un T, ça fait un chat. Si je suis bien élevé, j'arrive même à dire miaou quand je vois la petite fiche. Ça, c'est mon cerveau gauche. Je sais déchiffrer, je sais. Le deuxième cerveau, c'est l'imaginaire, la compréhension. Je sais lire, je comprends ce que je lis. C'est pas le même cerveau. Et le troisième, c'est j'aime lire. J'aime. Ce troisième cerveau, il fonctionne partout. Les couleurs, cerveau gauche, je sais le nom des couleurs. Cerveau droit, je mélange des couleurs, ça m'en fait d'autres. J'explore. Troisième cerveau, j'aime le bleu, j'aime l'orange, etc. Je sais, je comprends, j'aime. C'est énorme. Or, ce que l'on sait, c'est qu'on a tous même le même nombre de neurones, mais ils ne sont pas répartis de la même façon. Notre système éducatif est fait pour les enfants qui ont un gros cerveau gauche. Or, vous avez plein d'enfants qui ont un énorme cerveau droit, un imaginaire débordant. Ceux qui ont un gros cerveau gauche, ils font des activités d'éveil. Ceux qui ont un gros cerveau droit, ils font des inactivités d'éveil. Ils n'ont que des défauts. Ils baratinent, ils mentent, ils racontent des histoires, ils sont rêveurs, ils n'aiment pas des trucs. Vous donnez des puzzles. Celui qui a le cerveau gauche, à 2 ans, il fait des puzzles pour 4 ans. Et bien celui qui est plutôt cerveau droit, à 4 ans, il fait des puzzles pour 1 an. Parce qu'il s'en fout que ça s'emboîte. Il prend même une petite pièce, il fait l'avion avec. Il va avoir un talent sur le plan artistique, créatif, extraordinaire. Sauf si on considère qu'il est en retard et qu'il a un problème. Et le troisième cerveau, système limbique, zone réticulée, voie gamma, c'est le cerveau, j'aime. C'est le cerveau de la couleur, j'aime ça. J'aime la lecture. Il y a un groupe qui malheureusement n'existe plus en France, s'appelait le GPLI, Groupe Permanent de Lutte contre l'Illettrisme, qui montrait quoi? Qui montrait, il y a quelques années encore, qu'il y avait de moins en moins d'enfants qui ne savaient pas lire, déchiffrer, mais qu'il y avait de plus en plus d'enfants qui comprenaient que dalle à ce qu'ils lisaient et qui détestaient l'objet libre. Pourquoi? Parce qu'on avait appliqué sur le plan pédagogique la technique de la soupe. D'abord tu apprends, après tu comprends, tu finis par aimer. Or, toutes les pédagogies nouvelles, celles qui ont à peine plus de 110 ans, Steiner, Montessori, etc., intuitivement, et c'est pour ça, et c'est très triste, que beaucoup de parents qui ont des enfants qui sont super bons au niveau émotion, créativité, etc., s'ils ont assez de fric, les retirent du système public pour les mettre dans des écoles différentes. Catastrophique en soi.
n'est-ce pas? Mais compréhensible aussi. Ce troisième cerveau, donc, celui que je préfère, eh bien, c'est le cerveau c'est le cerveau, le premier qui est atteint dans la maladie d'Alzheimer. On l'a dit tout à l'heure. C'est le cerveau de la mémoire, c'est le cerveau de l'affectivité, c'est le cerveau du rêve. Ce cerveau, il fonctionne 24 heures sur 24, il ne dort jamais. Et il ne fabrique, celui qui commande les deux autres. Il ne fait rien, mais il dit aux deux autres, il ne fait que deux, il secrète deux hormones. Une hormone facilitatrice qu'on appelle l'endorphine, une hormone inhibitrice qu'on appelle la mépronisine. C'est-à-dire que cet enfant, si on dit il est nul, eh bien, il va dire aux deux autres, arrêtez tout. Et il se met en situation d'échec. Si on le valorise, il se met en situation de réussite. C'est le même enfant, le même cerveau, mais ce n'est pas le même regard. Paul MacLean a donné naissance, bien que neurologue, à un concept psychologique intéressant, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, ça a été montré par des psys aux États-Unis, à savoir qu'ils ont fait faire des tests de QI à des enfants dans le cadre scolaire. On dirait chez nous CE2. Et les enfants, 3 années de suite, sont passés dans la classe du dessus avec le test. Déjà que le QI est très relatif. Hein, je glisse au passage qu'en France, la plupart des créateurs d'entreprises, des start-up, sont des gens qui ont un QI assez bas, un quotient créatif très élevé. Et souvent des enfants qui ont été un peu mis à l'index au niveau scolaire par non-conformité au modèle, mais qui n'ont pas été trop dégommés par rapport à leur propre image, qu'on puisse se construire, n'est-ce pas? L'effet Pygmalion, eh bien, ils ont fait faire des tests de QI, et les enfants sont passés 3 années de suite dans la classe du dessus avec le QI. Déjà que c'est relatif, mais en plus, ils avaient battu les cartes. Aucun enfant n'avait le sien. Donc ça n'avait aucune valeur. Ça a été donné aux enseignants. Et en fin d'année, ces enseignants auraient pu être nous, on leur a demandé si ça les avait aidés. Eh bien, 82% des enseignants ont répondu oui, c'est exactement ça. Ça a donné naissance à l'effet Pygmalion, qui fonctionne sur un double registre. Quand on nous désigne un enfant comme étant comme ça, on a tendance à le regarder comme on nous l'a désigné, d'accord? Et quand un enfant se sent regarder d'une certaine façon, il a tout ce qu'il faut pour se mettre à ressembler à la façon dont on le regarde. C'est déterminant en termes de pédagogie, ça. Parce que, on l'a bien dit, apprendre à l'enfant à se séparer, à prendre de la distance, c'est lui donner confiance en lui. Confiance en lui, c'est le regarder positivement, par définition. Cet enfant qui est regardé négativement, il peut être enfermé de plus en plus. Ça pose fondamentalement le problème de notre système éducatif. Ça, d'abord tu apprends, après tu comprends, tu finis par aimer. Or, le système est exactement le contraire. Le système qui fait que le cerveau d'un enfant fonctionne à fond, et d'un adulte, c'est le contraire. D'abord, je te fais aimer. Une fois que je t'ai fait partager, d'où là on est dans la fusion, à partir de ce que j'aime, qu'est-ce que je vais faire partager? Ce que j'aime. Quelles sont les bonnes musiques pour enfants? Celles qui plaisent à l'adulte. J'adore danser, je danse. Je déteste danser, je ne danse pas. C'est dans mon plaisir que je vais t'emmener. Et plus l'enfant est partenaire avec des... C'est pour ça que je suis un peu méfiant, j'ai des deux référents, c'est un enfermement. Plus l'enfant partage des choses différentes avec des adultes différents, plus il y a une ouverture qui lui permet de naviguer. Je te fais aimer, après je te fais découvrir, et tu finis par apprendre. Vous rappelez vous-même, hein, déjà on peut se rappeler des profs qu'on a eus. Hein, on va se rappeler des bons profs, qui sont moins nombreux. Ceux qui ont su nous passionner pour ce qu'ils enseignaient. Hein, eh bien, et ça peut être dans le domaine artistique et autres, hein, eh bien, on était bons. Et on ne foutait pas la pagaille dans leurs cours. Par contre, il y avait ceux qui ne nous passionnaient pas, on n'était pas très bons. On n'avait pas cassé les pieds à apprendre pour quelqu'un avec qui ça ne fonctionnait pas. N'est-ce pas? Un jour, vous vous rappelez, quand vous étiez petite, vous avez eu envie de jouer du piano. Où que c'est qu'elle était cette envie? Dans le troisième cerveau. C'est le cerveau de l'affectivité et de la mémoire. Ce qui fait qu'un enfant mémorise vachement mieux ce qu'il aime et laisse de côté ce qu'il n'aime pas. N'est-ce pas? Vous avez envie de jouer du piano. Vous avez cassé les pieds pendant 1 an à vos parents. Je voudrais un piano.
Mais je dis non, toi on te connaît, au bout de 3 mois tu voudrais autre chose. 2 ans que votre système limbique, zone réticulée, votre gamin, il a battu, oh, je voudrais un piano. Au bout de 2 ans à Noël, vous avez vu arriver un grand piano noir en location. Oh, votre 3e cerveau, la affectivité, il n'avait plus besoin d'être stimulé. Hein. Le piano est là. Vous êtes approché du piano avec votre 2e cerveau, le droit, la créativité. Vous êtes dit, je vais les bluffer, dans 15 jours je suis Ray Charles. Mais quand vous vous êtes approché du piano, le couvercle était fermé et on vous a dit 1 an de solfège. Et le grand piano noir est devenu un petit cartable marron. Et vous êtes retrouvé au conservatoire. Au bout de 3 mois, vous avez dit à vos parents, je crois que j'aime pas le piano. Et ils ont eu beau jeu de dire à leurs amis de rencontre, 2 ans qu'elle nous gonflait avec son piano. De notre temps, une orange pour Noël. Rassurez-vous, ce 3e cerveau, d'où l'intérêt de sensibiliser le plus tôt possible, de plein de façons, l'enfant, entre autres, au domaine artistique. Eh bien, il s'en rappelle toute sa vie. Quand vous allez partir en retraite, peut-être qu'on va vous dire, tu ne vas pas trop t'ennuyer, et qu'il y a une petite voix bizarre qui va sortir de vous en disant, je crois que je vais me mettre au piano. Ça s'appelle un violon d'Indre. Et c'est dommage d'attendre qu'un enfant vieillisse pour lui permettre de faire ce qu'il aime. Je n'ai pas le temps de développer par détail ce volet-là, mais je peux vous assurer que tout un tas d'études, je suis, au sens suivre, depuis 10 ans, une expérience de crèche, ça s'appelle Cap Enfant, lisez ça sur Internet, Cap Enfant, enfant au pluriel, c'est des crèches privées musicales, où, dès le bébé, avant la marche, on a établi des petits dispositifs, d'ordinateurs, etc. Les enfants peuvent appuyer et fabriquent des musiques, entendent des musiques du monde entier, goûtent des plats du monde entier. Tous les mois, on est dans un pays. Le mois dernier, en février, on était au Vietnam. Enfin, on reste en région parisienne. Hein. Mais les enfants voyaient les images du Vietnam, de la musique, de la langue du Vietnam, etc. Ça a plus de 10 ans, ces crèches, et on a commandé une étude au CNRS qui a été publiée au mois de décembre, il y a 3 mois, par quelqu'un qui s'intéressait au projet, mais qui n'avait pas participé au projet. Donc, c'était objectif. Une chercheuse, prof au CNRS. Qu'est-ce qu'elle a montré en étudiant des enfants qui avaient 10-13 ans actuellement et qui avaient tout petit déjà été dans un bain d'éveil musical, hein, eh bien, qu'ils avaient en moyenne 2 fois plus de mots que les autres, de langage. Parce qu'ils avaient pris plaisir à manipuler le langage. Qu'il y avait, deuxièmement, beaucoup moins d'agressivité chez ces enfants-là, par le fait d'avoir pu écouter avec d'autres. Je parlais d'être propriétaire de ce qu'il y a dans la main. Eh bien, écouter des musiques à plusieurs. La musique, elle n'appartient à personne. Donc, les enfants pouvaient partager. Et actuellement, alors les travaux sont en cours, mais il semble montrer que ces enfants parlent de langue étrangère avec beaucoup moins d'accent que les autres. Parce que, je vais une dernière petite parenthèse, je n'ai pas le temps malheureusement de développer, c'est un sujet énorme. C'est que il faut comprendre que l'audition est le seul des 5 sens qui se développe à l'envers. Un bébé entend beaucoup plus d'ultrasons et d'infrasons que nous. C'est pour ça qu'on voit des fois les bébés qui écoutent un truc, nous on n'entend que dalle. Notre appareil se referme, ce qu'on appelle l'oreille filtrée. Ça veut dire que plein de recherches nous montrent que le plus tôt possible, faire écouter des sons de bonne qualité, différents à des enfants, est essentiel. Je rajouterai dans un même domaine, dans un autre domaine, un même exemple, c'est au niveau du goût. Au niveau du goût, il y a d'énormes travaux qui sont faits à l'université de Dijon et qui montrent notamment que jusqu'à l'âge de 2 ans en moyenne, les enfants n'ont pas de ce qu'on appelle des néophobies alimentaires. Néophobie, c'est ne pas vouloir manger des trucs qu'on ne connaît pas. N'est-ce pas? Ils goûtent. J'ai eu une expérience extraordinaire d'ailleurs. Hein. Récemment, j'en ai vu une qui a été filmée à l'université, là. C'était une chercheuse qui a fait des travaux. Je ne sais pas si elle gagnait beaucoup de fruits, j'espère que non, parce que elle, son hypothèse, c'était est-ce que les enfants préfèrent les gâteaux au brocoli? Moi, je dis, pour 10 euros, je le fais. L'idée du résultat. Elle avait quand même fait expérience. J'ai vu le film, c'est extraordinaire. Il y avait un petit gamin qui avait même moins d'un an, il avait 10-11 mois, sa chef.
Et puis il avait devant lui une assiette de bonbons, une assiette de gâteau, une assiette de brocoli. Et alors, regardez ce qu'il mangeait. C'était des gâteaux, hein.